Oui. Alors, ça n'a aucun sens. Voilà, très logique. On est très heureux de vous accueillir dans une séance qu'on a montée en partenariat avec la Librairie des Abbesses et le Mercure de France. Une séance un peu particulière car ce n'est pas une avant-première, que le film que vous allez voir ce soir est sorti en 2012, mais c'est une projection qui accompagne la sortie d'un livre sorti il y a quelques jours qui s'appelle Oublier la peinture, qui est signé par quelqu'un qu'on connaît plutôt comme un cinéaste habituellement, qui s'appelle Olivier Assayas. On est très heureux d'accueillir Olivier Assayas parmi nous. Donc le livre, je ne l'ai pas montré, mais on va en partie sur le visuel là, c'est Oublier la peinture. Un film qui fait écho, un livre qui fait écho à votre jeunesse artistique. Et qui est diffusé en miroir avec alors c'est votre choix d'avoir choisi, on vous a laissé carte blanche. Oui, enfin, disons que pour moi il y avait une certaine évidence parce que c'est deux œuvres sur deux, enfin, comment dire, sous deux formes différentes, enfin qui racontent à peu près la même chose. Il faut le savoir, c'est que je pense que vous verrez, enfin, on parlera du livre, moi c'est difficile pour moi évidemment de dissocier le livre de ce film qui raconte la même période de ma vie, mais peut-être de façon qui était encore un peu plus insouciante, un peu plus... je n'ai pas envie de dire superficielle, parce que ce n'est pas superficiel du tout la façon dont j'ai regardé mon travail de peintre à travers après-mai, mais disons qu'il y a la simplification, c'est de la dramaturgie, il y a des choses que j'avais envie de raconter, des choses que j'ai moins envie de raconter, le temps a passé, et d'une certaine façon, le film il date du début des années 2010, corrigez-moi si je me trompe, pas très bon sur les souvenirs de date, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un regard bizarrement, avec le temps ayant passé, plus intime sur mon adolescence, mais enfin, quand j'ai fait après-mai, j'avais quand même le désir d'être au plus près de l'autobiographie, c'est-à-dire que c'est un film de fiction, c'est un film narratif, au sens le plus vraiment simple et direct du terme, mais disons qu'il est entièrement constitué d'éléments autobiographiques. Voilà. Marie-Rose. Vous étiez parti ? Non. Ensuite, la fille qui plante le décor. Non, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est romancé, oui, il y a de la fiction dans après-mai, mais au fond, il y a aussi, chaque élément, chaque anecdote, chaque moment saillant est inspiré par le souvenir. Donc, j'ai pas eu envie d'être justement trop romanesque. Je le suis un peu parce qu'il faut l'être au cinéma, mais encore une fois, c'est aussi autobiographique que ça peut l'être. Et j'ai l'impression que le roman, ça a ouvert la voie. Ça a mis longtemps à se matérialiser, mais ça a ouvert la voie à ce livre qui est non pas le récit d'anecdotes ou de moments de ma vie, mais qui essaye de creuser peut-être un petit peu plus profond sur des choses plus intimes, peut-être avec lesquelles j'étais moins à l'aise à l'époque. Voilà. C'est un peu la source, la source de votre vocation. D'où, Romain, d'où est, en fait, comment ce point de départ qui était la peinture, le point de départ qui était dans votre filiation, votre grand-père était peintre. Votre mère dessinait aussi, était aussi styliste chez Hermès, et donc a perdu très très jeune son père, et donc elle est arrivée en France, elle aimait le dessin, et vraiment sur vous elle avait misé une chose, c'était que vous étiez celui qui allait continuer, perpétuer la lignée ou la filiation des peintres. Disons que ma mère a vécu d'abord dans un monde de l'enfance enchanté qui était autour de son père, qui était un peintre post-impressionniste hongrois. Ça se passait à Szolnok, c'est-à-dire dans la grande plaine hongroise, au
bord de la Tissa, qui est la rivière qui passe là, qui est un affluent du Danube. Elle a vécu une enfance enchantée dans la nature, au milieu des artistes qui peignaient le passage du temps, le passage des saisons, les travaux et les jours, enfin ce que vous voudrez. Et puis elle a vécu l'exil. Elle a quitté au moment du communisme. Après, elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, avec le siège de Budapest, enfin tout ce qu'on voudra. Et puis évidemment la perte précoce de son père, qui a été le drame de sa vie. Enfin, elle n'a jamais oublié. C'est quelque chose, c'est une blessure qui est restée ouverte toute sa vie. Mais enfin, disons qu'effectivement, quand elle était styliste, elle dessinait pour Hermès plus tard, et puis pour toutes sortes de maisons auparavant. Mais il a eu un malheur dans sa vie qui est d'avoir eu 3 garçons. Parce que je pense que c'est pas ce qu'elle voulait, c'était pas son projet. Je pense qu'un garçon ça va, 2 garçons ça va, 3 garçons c'est too much. Mais disons d'une certaine façon, moi je rattrapais un peu les choses parce que je m'intéressais, parce que j'avais une sorte de vocation artistique précoce qui se manifestait non pas à travers le cinéma, parce que le cinéma, comment voulez-vous le pratiquer adolescent, etc. Mais très jeune, adolescent, j'ai commencé à peindre et évidemment avec ma mère s'est engouffrée là-dedans en disant regardez Olivier, il a une vocation artistique, il faut encourager ça. Donc effectivement, il m'a à la fois extrêmement encouragé, mais comme moi ma peinture elle était plus marquée par mon époque, c'est-à-dire les années 70, le pop art, tout ce qu'on voudra, ça ne pouvait pas la satisfaire entièrement. Donc j'ai déçu ma mère, mais enfin à la limite elle aurait préféré que je m'en tienne au pop art plutôt que je fasse du cinéma où elle était complètement indifférente. Vous racontez ça dans le livre d'ailleurs, que lors de vos premières, vous racontez que lors de vos premières, elle était très sympathique parce que c'était une femme assez ouverte, sociale, amie avec André Malraux, qu'elle adorait, et qui était très proche d'elle, avec qui elle voyageait. Et bien, elle était là, oui, c'est bien. Enfin, elle ne disait pas grand-chose sur. Elle n'avait pas un grand retour sur mes films. Enfin, il y avait un côté genre, oui, c'est bien ce que tu as fait, oui, etc. Et on parle d'autre chose maintenant. C'était le 7e art, quoi. C'était pas le premier. Pour elle, le cinéma n'était pas un art. Et paradoxalement, mon père, qui était scénariste, ne considérait pas non plus le cinéma comme un art, hein. Enfin vaguement comme un art, mais enfin disons que j'ai grandi dans une maison, dans un monde où l'art c'était la littérature avant toute chose et la peinture. Et c'est là, c'est ce sur quoi mes parents se retrouvaient. Donc j'ai été très influencé par la bibliothèque de mon père et la façon dont il m'y a guidé, et par la peinture, et par l'histoire de la peinture telle que m'y a initié l'un et l'autre de mes parents. D'ailleurs, je vais dire ma mère, mais mon père était au fond, avait des goûts plus modernes que ma mère. C'est mon père qui m'a emmené voir Francis Bacon, Andy Warhol, Marc Tobaï, enfin des artistes marquants de cette époque-là. On va peut-être lancer le film. Là, on commence à parler du livre. Oui, on parlera longuement du livre. Continuer, mais c'est bien. Enfin, vous verrez qu'on n'a pas oublié la peinture dans ce livre, surtout. Et même, c'est un drôle de titre parce que ce livre ne parle que de peinture aussi. Alors, enfin, beaucoup de la peinture. Enfin, c'est pour ça que j'ai quand même, je dis assez clairement que la peinture est dans vos livres, dans vos films. Oui, elle a migré. Elle a migré vers les films. Voilà. Donc, bonne séance. À tout à l'heure, après le film. Alors, on n'avait pas posé la question. Vous m'entendez ? On n'avait pas posé la question juste avant l'introduction, mais est-ce qu'il y a des gens ce soir qui découvraient le film ? Vous pouvez lever la main, ceux qui l'ont vu la première fois. Donc ce film, on parlera du livre, arrive dans votre filmographie au moment où vous avez fait Carlos en 2010, vous faites Six Maria en 2014, et en 2011, vous tournez ce film et le sortez en 2012, parce que voilà la chronologie. Donc entre deux, on va dire, grosses machines, comme vous faites souvent, et puis faites un avec des films plus intimes, ce besoin de revenir
revenir un peu en arrière à ce moment-là. Disons qu'à l'époque, je ne le voyais pas comme ça, j'avais l'impression d'avoir raconté, en faisant Carlos, qui faisait quand même un film en 3 parties, hein, donc il faisait 4h30, 5h, d'avoir raconté le versant sombre des années 70, et que j'ai vécu. Très jeune homme, adolescent, mais néanmoins, il y avait quelque chose de sombre et il y avait quelque chose de maléfique à travers la figure de Carlos qui représentait d'une façon le terrorisme, la mort, le crime, tout ce que vous voudrez. Et au fond, j'avais le sentiment qu'à la fois je racontais cette période-là d'une façon aussi juste que je pouvais, sous ce versant-là, mais au fond, c'était pas comme ça que moi-même je l'avais vécu. Je l'avais vécu comme une sorte d'émerveillement, d'éblouissement, de moments de liberté extraordinaire. J'avais l'impression qu'après avoir fait Carlos, j'avais envie presque de rendre justice à ce qu'il y avait de poétique, de beau, de gracieux, de profond dans les années 70 tels que je les ai vécus, y compris dans la contre-culture dans laquelle je baignais à l'époque. Et le livre Oublier la peinture, qui traite de la même période, sauf que cette en place forcément sur les mêmes sujets, c'est-à-dire la famille est très présente dans Oublier la peinture, alors que dans Après-mai, on voit le père. Disons que oui, ça c'est sûr que dans Après-mai, ce qui m'intéressait, c'était justement le souffle de liberté de l'époque et non pas les conflits de génération, par exemple. Donc effectivement, je n'ai pas représenté les parents. Il y a un père à un moment donné, parce qu'il représente quelque chose d'important pour le personnage de Gilles et pour moi-même par la même occasion, etc. Mais au fond, j'ai représenté les jeunes, le monde des jeunes, le monde de la jeunesse de cette époque-là, et pas de la façon dont il est souvent représenté, c'est-à-dire dans le conflit de génération. Le conflit est au sein même dans la même génération. Le conflit est au sein de la même génération, bien sûr, absolument. Il était dans quelque chose qui aujourd'hui est presque impensable, qui était dans un débat politique qui avait à voir avec une connaissance, au fond, beaucoup plus profonde de l'histoire politique, l'histoire révolutionnaire, je dirais, du XXe siècle. Aujourd'hui, la génération des gens de cet âge-là, post-adolescents et post-adolescents, ont une culture politique moindre, c'est clair, tandis qu'à cette époque-là, on était sommé de se situer politiquement. Est-ce que t'es maoïste, t'es trotskiste, si t'es trotskiste, quelle variante de trotskiste t'es exactement? En même temps, il y a quand même un jugement quand même très, très rapide, c'est-à-dire, je dis ça, mais ça, elle dit, c'est un vendu, je sais plus ce qu'il dit exactement, il faudra la voiture, c'est de la voiture, tu dis ça, c'est de la propagande, et il est aussi même du même bord. Non, mais oui, enfin, il y avait, ou même au sein du même, disons que le gauchisme était une entité dans laquelle il y avait l'idée que comment dire, c'était une totalité, au sein de laquelle il y avait de nombreuses nuances et divergences qui pouvaient aller à l'extrême. Et là où le livre Oublie la peinture, comme son titre l'indique, d'ailleurs il est question de, je me souviens plus la citation exacte qu'il y a dans Après-mai, mais à un moment donné, peinture et politique sont sur le même ordre, par film, et peut-être cette phrase qu'il y a dans le premier tiers, où c'est genre pas de concession, ni dans la peinture, ni dans la politique, ou quelque chose comme ça, non? Donc, bref, du coup, la peinture politique un peu sur le même plan. Et là, vous racontez dans le livre notamment cet héritage que vous avez, qui vient de Hongrie, un héritage pictural qui date d'il y a... C'est-à-dire que oui, enfin, disons que moi, il y a à la fois, dans Après-mai, dans le film, il y a le présent, hein, et évidemment, quand j'écris Oublier la peinture, et que j'évoque peut-être les sources un peu plus profondes, un peu plus cachées, un peu plus énigmatiques, y compris pour moi-même, qui m'ont fait devenir la personne que je suis devenu, c'est sûr que évidemment il y a un problème
problème avec la temporalité, avec la chronologie, c'est-à-dire que je suis à la fois un lecteur d'Allen Ginsberg et en même temps je suis marqué par la peinture de mon grand-père qui est mort en 1936, 37, et puis j'ai une culture, une éducation qui ne sont pas exclusivement constituées par la contre-culture. Je me constitue en lisant les classiques de la littérature et dans une admiration sans borne pour la peinture classique, celle italienne de la Renaissance de Calchérand, ou bien la peinture hollandaise qui m'a beaucoup marqué aussi. Donc, je veux dire, je suis à la fois moderne et archaïque. Et dans le film et dans le livre, on voit, comme les deux sont autobiographiques, l'importance aussi du dessin de presse. Le dessin de presse arrive et le dessin performance qu'on voit aussi, qui pour moi fait un peu le lien entre le cinéma et la peinture, c'est-à-dire une peinture projetée comme ça, avec la lumière qui la traverse. Ça c'est quand ils font les light shows, les trucs comme ça. Oui, bah, non mais... le dessin de presse, comment vous y arrivez le dessin satirique peut-être plutôt? Oui, bah, honnêtement, enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça, parce que c'est vraiment une manière pas très adroite de le dire, mais d'une certaine façon, mon problème est de savoir quoi faire avec le dessin, la peinture, etc. Donc, ce que je peignais, ce que je dessinais n'était pas vendable. J'étais un lecteur assidu de Charlie Hebdo, de Harakiri, de Charlie Mensuel, de différentes fanzines de BD qui existaient, etc. Donc je me suis posé, à un moment donné, je me suis posé la question, tiens, peut-être je pourrais faire des dessins, peut-être je pourrais les vendre, etc. Mais enfin, que dalle. Mais disons que régulièrement, j'essayais de faire des choses, de faire quelque chose qui juste me légitimerait socialement ma pratique de la peinture. C'est-à-dire que ma peinture, mes dessins, le savoir, fut-il minimal, que j'avais acquis, il fallait bien que j'en fasse quelque chose. Si c'est uniquement un truc qui se passe entre moi et qui finit dans le tiroir de mon bureau, ça ne vaut pas le coup, quoi. Donc, d'une certaine façon, oui, je me suis posé la question à différents moments de qu'est-ce que ça pourrait donner si je faisais des dessins humoristiques que je pourrais éventuellement proposer à Cavana et au professeur Choron. Il y a comme un atelier que vous aviez à un moment, je crois que c'est à Montrouge, où vous dites que vous avez cet atelier. J'avais un atelier que je partageais avec mon ami Yves Prince, qui lui a fait une carrière d'affichiste de cinéma, et où on a eu une activité d'édition. On a fait un journal financé par un cinéaste porno appelé José Benazeraf, et on avait comme atelier, effectivement, travaillé dans un atelier qui était à Montrouge, en effet, c'était juste une autre périphérie, c'est-à-dire littéralement ça donnait sur c'était un immeuble qui donnait sur le périph' à hauteur de la porte de Châtillon. Et cette aventure n'a pas duré très longtemps. Cette aventure n'a pas duré très longtemps parce que c'était un journal qui était financé par ce cinéaste, je suspecte que c'était destiné essentiellement à produire des pertes fiscales qui relèvent des impôts. On a fait un numéro qui était surréaliste, qui ne s'est pas vendu du tout, enfin, qui aurait pu avoir envie d'acheter ça. Et ça s'est mal fini parce qu'en plus Benazeraf ne voulait pas payer les pigistes. Donc moi j'avais une responsabilité vis-à-vis des pigistes, parce que c'est moi qui m'étais fait embraguer dans cette histoire-là, et j'étais une sorte de rédacteur en chef, j'avais 22 ans, etc. Et j'avais une sens, je me disais quand même, j'ai fait travailler ces gens, etc. Et maintenant je suis en face de ce patron qui refuse de rémunérer le travail qui a été fait. C'est pas normal, c'est pas juste, et on s'est battu.
on s'est battu avec le Zéraf et ça fait un peu la fin de l'histoire. C'est pas la plus vraiment, c'est pas la plus gibla, etc. Mais enfin, c'est physique. La transition vers le cinéma, alors la différence qu'on a entre le film et le livre, c'est que dans le livre, vous dites les noms, alors que dans le film, ce film de sous-marin nazi qui n'existe pas. Bah, il existe à moitié. Hein. C'est pas qu'une invention. Hein. Il y a Kevin Connor, cinéaste certes très oublié, faisait des films avec des différents films avec des histoires avec des dinosaures et des nazis. Vous n'avez pas travaillé dessus? Non, j'ai pas travaillé dessus, mais parce que moi, ça se passait au studio de Pinewood, dans la banlieue de Londres. Et moi, je travaillais, en fait, j'étais stagiaire au montage sur Superman. Je travaillais sur Superman de Richard Donner, que je me baladais, je furetais, etc. Et j'allais sur les plateaux voir les tournages des films de Kevin Connor, parce que ça faisait mourir de rire. Ah oui, donc la scène de la fin, enfin quasiment vers la fin. Elle est complètement autobiographique. Ok, parce que dans le livre, c'est plus un autre tournage qui marque dans le livre, c'est un tournage qui se passe en Europe de l'Est avec Richard Fleischer. Ah oui, c'est une autre histoire. Ça, et on ne voit pas dans le... Non, Il faut peut-être nous en parler, du coup, de cette position. Ah bah c'est un des premiers, je me suis retrouvé par des voix longues à expliquer, à décrire. Je me suis retrouvé troisième assistant, stagiaire / troisième assistant sur un film de Richard Fleischer, qui n'est pas un cinéaste négligeable, avec une distribution hallucinante, qui avait Charlton Heston, Oliver Reed, Rex Harrison, George C. Scott, Raquel Welch, etc. Et j'en passe, et des meilleurs, et qui se tournait en Hongrie, et qui était un des premiers jobs. Sur un vrai tournage. Et là, mais en même temps, à cette époque-là, j'avais l'impression que je débute, c'est un peu la première ligne de mon CV, etc. J'ai l'impression de commencer dans le cinéma du 19e siècle, dans le cinéma de mon époque. Quoi. Parce que Richard Fleischer était déjà un vieux monsieur, le Jack Cardiff, qui était l'opérateur, qui est un très grand opérateur, c'est lui qui a filmé qui a mal terminé le dernier film de John Ford, mais j'avais l'impression quand même d'être au musée Grévin. Mais ça vous parlait quand même à l'époque, ces noms, enfin, vous étiez... Ah bah ça me oui, mais bien sûr ça me parlait, mais je ne voyais pas un avenir où je ferais des films avec Charlton Heston. C'était pas une hypothèse que j'envisageais. Mais disons qu'en plus c'est une histoire qui était à la fois. Alors, je suis moitié hongrois, ma mère est hongroise, et les Hongrois, en général, ils sont bons pour les langues. C'est un petit pays qui parle une langue qui ressemble à rien. En général, ils ont plutôt intérêt à développer une capacité à s'exprimer dans d'autres langues. Et donc, j'ai hérité de ma mère une facilité avec les langues. Donc, je parle facilement, et donc, très jeune, je parlais anglais, mais surtout, je parlais hongrois, je parlais espagnol, et donc, j'avais un job qui secondaire, à part celui d'être stagiaire, qui était de faire le traducteur entre le hongrois, l'espagnol, le hongrois et l'anglais, etc. J'ai oublié tout ça, je parle plus hongrois, mon espagnol est extrêmement bancal, etc. Donc tout ça c'est un peu perdu. Enfin bon, néanmoins, moi je m'amusais beaucoup néanmoins sur ce tournage. Mais ça s'est quand même relativement mal terminé pour moi parce que ma fiancée de l'époque m'appelle un jour pour grosso modo m'expliquer qu'elle a fait des analyses et elle a attrapé la syphilis, et vraisemblablement elle me l'a également passé. Alors évidemment, je vous laisse imaginer la tête que j'ai fait, et du coup j'étais contagieux. J'étais contagieux dans le cadre c'est une maladie qui est strictement sexuellement transmissible, il ne peut y avoir rien d'autre. Enfin, néanmoins, il y a eu un moment de panique sur le tournage, et on m'a grosso modo demandé de disparaître.
ça, vous y passez un moment à raconter ça, et c'est assez drôle. Parce que tout le oui, casting y passe, tout le monde. Oui, tout le monde fait la queue pour faire des analyses, les Hongrois étaient complètement paniqués, etc. Alors que ça se soigne très bien avec les médicaments adéquats. Donc ça, c'était la première vraie expérience de tournage par C'est des liens familiaux. Enfin, le livre parle de ça, c'est-à-dire comment vous n'avez pas expliqué ce que c'était dans le livre, c'est par des voisins, par des amitiés, par des... Oui, c'est toujours d'une manière ou directement ou indirectement par l'intermédiaire d'amis de mon père. Mon père était scénariste, moi je voulais faire du film, mon père était scénariste, donc il avait même réalisé d'ailleurs des films, il s'était réfugié en Argentine pendant la guerre, et depuis là il était entre l'Uruguay, l'Argentine et le Chili, et il a fait 2 films là-bas. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai grandi dans un milieu de cinéma où le cinéma n'était pas loin, il était accessible. C'était pas des gens des cinéastes qui, à un moment donné, doivent lutter pour arriver à un moment où pour approcher le cinéma. Moi, le cinéma faisait partie de l'air que je respirais. Mais un cinéma qui, encore une fois, ne m'intéressait pas tant que ça. C'est-à-dire que les amis de mon père, qui étaient des vieux messieurs, qui faisaient un cinéma qui était très loin de celui qui... Moi, j'allais voir Easy Rider, voilà, enfin, je sais pas, Woodstock, ce que vous voudrez. Joe Hill. Ou Joe Hill de Wilderberg, par exemple. C'est sûr que c'était très loin de ce que faisait... de ce que faisait mon père et ses amis. Mais, d'une certaine façon, quand il y avait besoin, quand j'avais envie, enfin, comme je voulais faire du cinéma, mon père me disait, tu veux faire du cinéma, commence à apprendre au moins à savoir faire quelque chose de ce que tu voudras, etc. Donc du coup, j'ai trouvé à faire toutes sortes de stages à Bracadabrand, mais c'était plus facile pour moi que pour d'autres de les obtenir. Et il y a cet épanouissement qui arrive. En fait, le film finit sur le début du livre, parce que le livre commence par... j'ai cessé de dessiner de peindre à 24 ans. Quand j'ai commencé mon premier court-métrage, il s'appelait Copyright. Et on a l'impression que là, à la fin là, de cette belle scène, et au générique, quand il laisse là, c'est le début du... Disons que quand j'étais... Donc là, je suis à Londres, je suis à Pinewood, je suis sur le tournage de Superman. C'est le moment où j'ai compris que voilà que j'ai arrêté, je cesse de dessiner. Le cinéma, enfin, c'est ce que raconte la dernière scène du film, et j'accepte le cinéma, j'accepte que le cinéma peut être l'espace où je pourrais déployer la poésie à laquelle j'étais sensible, dans l'art en général. Et d'une certaine façon, j'ai toujours avoir besoin de l'expliciter parce que c'est un peu, il y a une écriture un peu elliptique dans Après-mai, mais il y a un moment donné où évidemment c'est essentiel pour moi, le dernier, enfin, tout mène au dernier plan, c'est-à-dire qu'il y a l'amour qu'il a perdu, la fiction lui permettra peut-être de le retrouver. C'est pour ça qu'il y a sa fiancée perdue, morte, etc., qui continue à vivre dans ce film expérimental dans lequel il a joué, qui lui tend la main et il va prendre la main, quoi. Enfin, il va prendre la main et moi, et d'une certaine façon, implicitement, moi je prends la main. C'est un peu comme alors, pendant le film, on a un peu parlé de cinéma, on a un peu parlé de Piala et de l'importance que pouvait avoir Piala dans le cinéma français d'aujourd'hui, et puis dans le cinéma aussi de Monsieur Assagas. Et Monsieur Pitié. Et le dernier plan peut faire penser au dernier plan de Nous vivons pas ensemble de Piala, qui est où Marielle Jaubert n'est plus dans la narration, elle est dans je ne sais pas si vous vous souvenez, et elle est dans les vagues comme ça, et puis c'est la fin, alors qu'ils viennent de s'embrouiller, c'est une rupture, le film est une embrouille d'une heure et demie, où il y a 15 lectures différentes, et ça se termine par pareil, cette petite parenthèse où plus rien n'existe à part la figure féminine. Et je ne sais pas quoi faire. Moi, ça fait longtemps que j'ai la plus grande admiration pour Piala, que j'ai connue, mais je ne me rappelle pas bien de ce plan de musique, je pense.
ensemble, mais disons que c'est sûr que mais c'est un film initiatique, un peu aussi, de Rompre Ensemble, c'est comment est-ce qu'on passe de faire des reportages hyper autobiographiques, comment est-ce qu'on passe de faire des reportages à un moment, bon, le film est tellement différent, les histoires d'amour ne sont pas les mêmes du tout, mais à disons qu'il y a une... Enfin, moi j'ai une immense admiration pour Piala, et je pense que là où il y a quelque chose qui peut faire écho à cette admiration que j'ai, c'est dans le rapport, d'une certaine façon, à l'impressionnisme. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, autant la nouvelle vague m'a défini, m'a déterminé, m'a donné la cartographie du cinéma, m'a permis de comprendre ce qu'était le cinéma. D'une certaine façon, mon influence esthétique est plutôt plastique, quoi. Enfin, elle vient de la peinture et spécifiquement de la peinture impressionniste, j'ai envie de dire. Oui, j'ai envie de dire, quand je suis cinéaste, ce qui me porte, ce qui m'inspire, c'est pas tellement l'art contemporain, plutôt l'humanité qui a lieu, qui se déploie dans l'espace de la peinture impressionniste. Et ça, évidemment, j'identifie ça certainement chez Piala. Piala a vraiment été peintre. Moi, je n'ai pas vraiment été peintre, j'ai bricolé. Alors, il y a quand même, dans le livre, il y a d'ailleurs, je trouve qu'il y a une qualité, je pose sur les éditeurs pour l'instant, une qualité dans la reproduction qui est magnifique. C'est absolument dingue. Même sur les petits formats très légers. C'est d'une justesse, enfin, les couleurs sont d'une justesse absolument stupéfiante. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et notamment, il y a une partie dans le livre, on a vraiment plusieurs pages, c'est chronologique, c'est-à-dire, bon, bah, et commenté, c'est-à-dire, bon, alors en 72, je faisais ça, en 73, je faisais ça, ah, j'ai retrouvé ça, j'avais oublié, ah là là, ça fait rager les gens, parce qu'il y a quand même des dessins plus montrables que d'autres. Oui. Voilà, il y a des dessins carrément, enfin, je crois qu'il y a des passages, on voit des dessins de Crumb dans un panel, et on sent l'influence dans certains dessins, si vous voulez essayer d'imaginer le type de dessin dont on parle. Disons que Crumb, Gilbert Shelton et d'autres, enfin tout ce qui était les Zap Comics, les BD underground américaines qui circulaient, enfin une fois que j'achetais à Londres, on ne les trouvait pas en France. Et se replonger comme ça chronologiquement. C'est douloureux. Moi, j'ai des dessins que vous aviez oubliés, par exemple. Il y a une série d'encre de Chine, il y en a genre 15, 20, qui ne sont pas reproduits dans le livre. Je me souviens plus, qu'il existait. C'était ce truc qui a fait ça, etc. Mais j'ai oublié. En général, les autres, je m'en rappelle assez bon. Je m'en rappelais pas très bien, mais assez bien. Mais c'est, disons que moi, ça a été, j'étais très réticent. Écrire ce texte pour d'une certaine façon régler mes comptes. Mais avec la peinture, c'était indispensable, nécessaire, je rêvais de le faire, j'avais besoin de le faire, je l'ai fait, je suis très heureux de l'avoir fait. Mais en fait, je ne me rendais pas compte que ça allait impliquer de ouvrir mes tiroirs, de ressortir des dessins, des tableaux, des pastels, enfin ce que vous voudrez, qui étaient planqués là, et moi j'étais très à l'aise avec le fait qu'ils soient planqués là et qu'ils y restent. Et que je me suis retrouvé un peu obligé de rouvrir les placards, et rouvrant les placards, de me confronter à la personne qui peignait ces trucs-là, à cet âge-là, à cette époque-là. Là, vous auriez pu changer d'avis, tu n'auras pas le projet finalement. Il y a à un moment donné, une fois que vous avez ouvert la boîte de Pandore, c'est fini, quoi. D'une certaine façon, d'abord j'ai retravaillé très considérablement les textes qui préexistaient à la réouverture des tiroirs. Et puis il était tellement, enfin, comment dire, j'avais l'habitude, et je l'ai fait ça très sérieusement, et je m'en suis gré à moi-même, je notais exactement la date
date. Donc je sais exactement dans quel ordre j'ai fait tel dessin et à quelle époque, tel style de dessin était contemporain de tel moment de ma vie, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un peu comme, j'ai eu un peu le sentiment de faire une sorte de psychanalyse sauvage, quoi. Je veux dire, parce que je me tiens, là c'est plus apaisé, là ça l'est moins, là c'est très torturé, on voit bien qu'il y a des angoisses qui sont à l'œuvre là-dedans, mais d'une certaine façon, là où j'avais un peu le sentiment de grand flou, de grande confusion dans une période où je me cherchais, comme on se cherche à cet âge-là, mais disons qu'entre la période où j'étais étudiant et la période où j'ai commencé à faire étudiant en lettres, et où j'ai commencé à faire des courts-métrages, ici s'écoule 5 ans, 5 ans, peut-être 6 ans, dans quel ordre, quelle année j'ai fait ceci, quelle année j'ai fait cela, quelle est la chronologie selon laquelle, et en réalité, qu'est-ce que raconte cette chronologie, qu'est-ce que raconte cette progression, ce trajet. Ça, je l'ignorais et j'ai été obligé de m'y confronter, date à l'appui. Et se confronter aussi aux aïeuls et de confronter aux œuvres des aïeuls, oui. À comment est-ce que aussi il y a une histoire qui est assez belle assez belle. Dans le livre, c'est celle d'un tableau qui représente votre maman, et vous ne savez pas où est ce tableau. Vous voulez vous le procurer, il y a une photo sur Google, et vous ne savez pas où il est. Oui, c'est-à-dire que oui, c'est que de temps en temps, presque machinalement, de temps en temps, je regarde, je fais une recherche Google avec le nom de mon grand-père, et il y a régulièrement des nouveaux tableaux qui apparaissent, etc. Et qui sont... il y en a toutes sortes. Il est mort jeune, il a beaucoup peint, il est très populaire, enfin, il est très apprécié, très aimé, y compris comme caricaturiste d'ailleurs, y compris comme affichiste aussi. Mais disons que il y avait quelque chose qui, dans son œuvre, me parlait de façon... je retrouve à un moment donné, je découvre parmi les tableaux qui apparaissent là, dans les fenêtres Google, tout d'un coup un tableau, je me dis, mais c'est un portrait de ma mère. C'est clair que, parce que j'ai fait le calcul rapidement, il est mort en 37, ma mère est née en 18, quelque chose comme ça, ou 19. En réalité, ça devrait être le dernier portrait qu'il a fait de sa fille. Et la cousine de ma mère, qui était encore vivante à cette époque-là, je l'envoie par mail l'image, et elle me dit, mais oui, c'est bien sûr, ce portrait représente ta mère. Et donc je me souviens très bien du livre, je me souviens très bien du coussin, c'est comme ça, c'était chez vous, chez eux, et donc du coup je m'adresse à la galerie qui a mis le tableau en ligne, et en leur disant, écoutez, voilà, je suis petit-fils de l'artiste, et j'aimerais récupérer ce tableau qui est un tableau familial, précieux, enfin, pour moi précieux à mes yeux, et grosso modo, l'interlocuteur m'envoie bouler, quoi. Il dit, écoutez, désolé monsieur, Il y a un secret, on n'a pas le droit de donner le nom des acheteurs, le tableau a été vendu, et est-ce qu'il y a moyen de reprendre contact avec les acheteurs? Non. Donc voilà, donc quelqu'un a acheté ce tableau, rien. Mais il y a un moment, je sais pas, je veux dire, moi j'aimais beaucoup ma mère, en fait, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé mes parents, je fais partie des gens qui ont eu des rapports durs ou violents ou conflictuels avec leurs parents. J'ai eu des rapports conflictuels avec mes parents,
sûr, enfin, je crois qu'il y a eu aussi beaucoup d'affection, d'amour mutuel. Et donc, d'une certaine façon, il y avait quelque chose assez pour moi, un portrait par mon grand-père de ma mère jeune fille, c'était très précieux, quoi. Enfin, c'est comme si tout d'un coup, je croisais le fantôme de ma mère, quoi. Et puis qui m'apparaissait, puis qui disparaissait aussitôt, j'essayais de le saisir, et j'y arrivais pas. On va peut-être passer au moment de dédicace. Marie-Rose, où es-tu? On a la chance d'avoir l'auteur et les ouvrages ici. Je rappelle que cette projection rencontre était en partenariat avec la librairie Elisabeth et Mercure de France, son présence, son éditrice aussi, Colette Félix. Et aussi, alors, il y a deux films aussi, c'est un film qui est disponible vraiment que à la demande, et c'est, voilà, il y a un cas de film qui a donné l'autorisation de projeter le film, merci aussi à Michael pour cette soirée, pour être complet. Et maintenant, Marie-Rose, est-ce que tu peux dire un mot? Toi, tu as découvert le film ce soir. Oui, moi j'étais avec. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on a retrouvé ce que vous essayez de traduire dans ce livre, c'est-à-dire qu'au fond, la peinture, le cinéma a été. C'est pas une rupture avec la peinture, mais au contraire, vous avez au contraire transformé et fait vivre la peinture dans vos films. Donc, à ce titre-là, vous allez voir le lien et il n'y a pas eu du tout de rupture, quoi. Au contraire. Disons que j'ai eu l'impression à un moment donné de comprendre que le cinéma était la continuité de la peinture par d'autres moyens. Oui, tout à fait. Je sais pas, il y a des questions peut-être. En tout cas, c'est une collection qui est très belle. L'éditrice est là. C'est traits et portraits. Et dans cette collection, ce qui est très beau, c'est que... Oui, je dois remercier quand même vraiment Colette Félix, parce que et Isabelle Gallimard, qui ont porté ce livre. Et je pense que sans l'intervention de Colette, ce livre n'aurait pas été le même. Elle m'a encouragé à aller plus loin, à chercher plus loin, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Voilà, et c'est pas de côté qu'elle fait faire à beaucoup d'écrivains et d'artistes. Ce sont toujours des livres inclassables, des petits joyaux dans leur parcours. Et c'est des livres qui sont collectionnés et vraiment je vous conseille parce que celui-ci particulièrement il est soigné par son iconographie et cette relation entre le texte et les tableaux. Donc vraiment je vous encourage à vous faire dédicacer ce livre ce soir si vous en avez envie. Est-ce qu'on fait dédicace en bord de scène ou est-ce qu'on fait Alors, est-ce que vous voulez qu'on se mette sur une table C'est plus c'est mieux. Ouais, On va chercher une table. Attends, c'est comme ça.